Le train traversait la campagne comme une aiguille tirant un fil gris, à travers un tissu vert et or. Je regardais les fermes défiler, les vaches indifférentes dans les champs. Chaque kilomètre me rapprochait de mon fils, Thomas, de sa femme, Cécile, et de mon nouveau petit-fils, Léo. 3 jours de voyage. 3 jours à sentir le balancement du wagon, le cliquetis régulier des roues sur les rails. C'était une longue route, mais l'amour ne compte pas la distance. C'est ce que je me disais. Dans mon sac, il y avait des chaussons que j'avais tricotés, si petits qu'ils tenaient dans la paume de ma main. Il y avait une couverture douce, couleur crème. Des cadeaux simples. Des cadeaux de grand-mère. J'imaginais déjà le poids chaud du bébé dans mes bras, l'odeur de sa peau. C'était ma seule motivation, le phare qui me guidait à travers la fatigue du voyage. Quand je suis arrivée, Thomas m'attendait sur le quai. Il m'a prise dans ses bras, une étreinte rapide, distraite. Ses yeux cherchaient déjà le chauffeur de taxi. Il était fatigué, je le voyais bien. Des cernes sous les yeux, les épaules voûtées. La paternité était un lourd manteau pour lui. L'appartement était un chaos organisé. Des piles de couches, des biberons qui attendaient d'être lavés, un silence tendu que seul le cri d'un nouveau-né pouvait briser. Cécile était assise sur le canapé, l'air hagard. Elle m'a offert un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « Hélène. Merci d'être venue », sa voix était plate. Je n'ai pas attendu qu'on me le demande. J'ai posé ma valise dans la petite chambre d'amis, j'ai retroussé mes manches et je me suis mise au travail. J'ai fait la vaisselle. J'ai préparé une soupe de légumes, quelque chose de simple et de nourrissant. J'ai rangé le salon. Et quand Léo s'est mis à pleurer, je l'ai pris dans mes bras pour que Cécile puisse enfin prendre une douche. Le bébé s'est calmé contre moi. Sa petite tête nichait dans le creux de mon cou. J'ai senti son souffle léger sur ma peau. C'était pour ça que j'étais venue. Pour ce moment précis. Pour aider. Pour être là. Je me sentais nécessaire, et cela me suffisait. Les jours suivants ont suivi le même rythme. Je me levais avant tout le monde. Je préparais le café. Je m'occupais du bébé pendant que Thomas et Cécile dormaient 1 heure de plus. Je faisais les courses, le ménage, les lessives. Je suis devenue une ombre efficace, un rouage silencieux dans la mécanique de leur nouvelle vie. Je ne demandais rien. Un lit pour dormir, une place à leur table. Je mangeais ce qu'ils mangeaient, souvent debout dans la cuisine pendant que le bébé dormait enfin. Je ne me plaignais pas de la fatigue qui s'accumulait dans mes os. C'était le prix à payer. Le sacrifice d'une mère, d'une grand-mère. Je pensais que c'était normal. Parfois, j'essayais de parler. De leur raconter mon voyage, de leur demander comment ils allaient vraiment. Mais leurs réponses étaient courtes, leurs esprits ailleurs. Ils étaient absorbés par le bébé, par leur épuisement. Je suis devenue invisible. Mes histoires, mes pensées, n'avaient pas leur place dans leur monde surchargé. Je me suis souvenue de la tarte aux pommes que j'avais apportée pour Noël, il y a 2 ans. Cécile avait souri poliment et l'avait mise de côté. Les enfants ne mangent pas de plat à l'ancienne. Hélène, j'avais trouvé la tarte intacte dans le réfrigérateur quand j'étais partie. Un petit affront, une piqûre d'épingle. J'avais choisi de l'ignorer. On ignore beaucoup de choses par amour. Puis, il y a eu ce soir-là. Le 5e soir. J'étais dans le salon, dans le fauteuil à bascule que j'avais trouvé dans un coin. Léo dormait enfin sur mon épaule. La seule lumière venait d'un lampadaire de la rue, projetant de longues ombres sur les murs. La porte de la cuisine était entr'ouverte. Je pouvais les entendre parler à voix basse. La voix de Thomas, pleine d'un soulagement sincère. Dieu merci, elle est là. Je ne sais pas comment on ferait sans elle, j'ai senti une bouffée de chaleur, une petite fierté. J'étais utile. Mon sacrifice était reconnu. Puis Cécile a ri. Un rire sec, cassant. Dépourvu de toute chaleur. Comment on ferait? On engagerait quelqu'un, Thomas. Ne sois pas si dramatique, il y a eu un silence. J'ai retenu mon souffle. Elle a continué, sa voix plus claire maintenant, chaque mot un petit éclat de verre. Elle est juste la nounou gratuite, c'est tout. C'est bien le moins qu'elle puisse faire, après tout ce qu'on fait pour elle, le moins qu'elle puisse faire. La nounou gratuite. Les mots n'ont pas crié dans ma tête. Ils se sont posés, doucement, comme une fine couche de givre sur une fenêtre. Froid. Transparent. Révélateur. J'ai regardé le petit être endormi dans mes bras. Son innocence était un contraste violent avec la laideur de ce que je venais d'entendre. Mes mains n'ont pas tremblé.
Pas encore. Mon cœur n'a pas accéléré. Il a semblé ralentir, chaque battement lourd et délibéré. C'était une sorte de clarté terrible. Le voile s'était levé. J'ai compris que je n'étais pas leur mère, leur grand-mère. J'étais une solution de facilité. Une ressource. Un service. Ma présence n'était pas un cadeau d'amour, c'était une économie sur leur budget. Je suis restée assise dans le noir pendant 1 heure encore, le bébé dormant toujours contre moi. Je sentais le velours usé du fauteuil sous mes doigts. J'écoutais le bourdonnement lointain de la circulation. Le monde extérieur continuait, indifférent à la fracture qui venait de se produire en moi. Quand Léo s'est agité, je me suis levée. Mes mouvements étaient lents, mesurés. Je l'ai emmené dans leur chambre. Cécile était déjà endormie. J'ai posé délicatement le bébé dans son berceau. Je l'ai regardé une dernière fois, une tristesse infinie m'envahissant. Ce n'était pas sa faute. Il n'avait rien demandé. Je suis allée dans ma chambre. Je n'ai pas allumé la lumière. Je me suis assise sur le lit et j'ai regardé ma petite valise dans le coin. La décision était déjà prise. Elle n'était pas née de la colère. Elle était née de cette clarté froide. Quand on vous montre qui vous êtes à leurs yeux, il faut les croire. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le soleil. J'ai agi comme si de rien n'était. J'ai préparé le café. J'ai fait un biberon pour Léo. J'ai souri à Thomas quand il est entré dans la cuisine en se frottant les yeux. Un masque. Je portais un masque de normalité. Mais je les observais. Vraiment. Chaque geste, chaque mot était passé au crible de ma nouvelle compréhension. Cécile m'a tendu le bébé sans un regard, son attention déjà sur son téléphone. Il a besoin d'être changé, ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Thomas m'a donné une liste de courses. Tu peux y aller maintenant ? On n'a plus de lait, il a posé un billet de 20 € sur le comptoir froid de la cuisine. Comme on paie un employé. Je n'ai rien dit. J'ai hoché la tête. J'ai pris le billet. Je suis allée faire les courses. Dans le supermarché, j'ai marché lentement entre les rayons. J'ai regardé les autres femmes, les autres mères, les autres grand-mères. Je me suis demandé combien d'entre elles étaient des nounous gratuites. Ce soir-là, j'ai attendu qu'ils s'endorment. Le silence de l'appartement était complet. Je suis allée dans la chambre d'amis. J'ai ouvert ma valise. J'ai plié mes vêtements avec un soin méticuleux. Chaque pull, chaque chemise, chaque paire de chaussettes. C'était un rituel. Un adieu silencieux à la femme que j'avais été pour eux. J'ai pris une feuille de papier et un stylo. Le clic du stylo semblait incroyablement fort dans le silence. Qu'est-ce que j'allais écrire ? Une lettre de reproche ? Une explosion de douleur ? Non. Ils ne méritaient pas mes mots. Ils ne les comprendraient pas. J'ai écrit 3 mots. Je suis rentrée, j'ai posé la note sur la table de la cuisine, à côté de la cafetière que j'avais détartrée la veille. J'ai regardé une dernière fois cet appartement, qui n'avait jamais été un foyer pour moi. Juste un lieu de travail. J'ai appelé un taxi. Le chauffeur m'a aidé avec ma valise. Il n'a pas posé de questions. Dans la voiture, j'ai regardé la ville endormie défiler. Je ne ressentais ni tristesse, ni colère. Juste un grand vide. Et une sorte de paix étrange. La paix de la faim. À la gare, j'ai acheté un billet pour le premier train. Le voyage de retour était différent. Je ne regardais plus le paysage avec espoir. Je le regardais comme un témoin silencieux de ma retraite. J'ai enfin sorti les chaussons tricotés de mon sac. Je les ai tenus dans ma main. Ils semblaient maintenant absurdes, des reliques d'une illusion. À mi-chemin, mon téléphone a vibré. Un message de Thomas. Où es-tu ? C'est pas drôle, je l'ai lu. J'ai appuyé sur « Supprimer ». Pas de réponse. Le silence était ma seule réponse. Puis un appel. Son nom s'est affiché sur l'écran. J'ai laissé sonner. La vibration contre la table était agaçante. Il a laissé un message. Je ne l'ai pas écouté. Supprimé. Un autre message, de Cécile cette fois. Hélène, on s'inquiète. Léo a besoin de toi. Léo a besoin de toi. Pas tu nous manques. Pas est-ce que ça va. Une simple déclaration de leurs besoins. La confirmation, si j'en avais encore besoin, que j'étais une fonction, pas une personne. J'ai éteint mon téléphone. L'obscurité de l'écran a été un soulagement. Le reste du voyage s'est déroulé dans un silence total. Mon silence.
Ma maison m'a accueilli comme une vieille amie. L'odeur familière de la cire d'abeille et des livres anciens. La poussière dansait dans les rayons de soleil qui traversaient les fenêtres. Le tic-tac de l'horloge de mon grand-père dans le couloir était le seul son. Un rythme régulier, rassurant. Le cœur de ma propre vie. J'ai défait ma valise. J'ai rangé mes vêtements dans ma commode. J'ai préparé une tasse de thé noir, fort et sans sucre. Assise dans mon fauteuil, la tasse chaude entre mes mains, j'ai regardé mon jardin. C'était le début d'autre chose. Je ne savais pas encore quoi, mais c'était un commencement. Les premiers jours, j'ai vécu au ralenti. J'ai dormi tard. J'ai lu des romans que j'avais mis de côté depuis des années. J'ai désherbé mes rosiers. J'ai retrouvé mes propres rituels, ceux que j'avais abandonnés pour eux. La femme que j'étais refaisait surface, lentement. J'ai rallumé mon téléphone après 3 jours. Il y avait des dizaines d'appels manqués, une cascade de messages. D'abord inquiet, puis agacé, puis franchement hostile. Un message de Thomas: « Maman, je ne comprends pas. C'est complètement irresponsable. Cécile est au bout du rouleau, un autre. Tu nous punis ? C'est ça ? C'est incroyablement égoïste, ils ne comprenaient pas. Ils ne pouvaient pas comprendre. Pour eux, mon départ était une agression, un caprice. Ils n'ont jamais pensé, pas une seule seconde, que c'était une conséquence. La conséquence de leurs propres mots, de leur propre attitude. Mon silence était le miroir de leur mépris. Je les ai tous supprimés. Un par un. Chaque pression sur l'écran était un petit acte de libération. Une semaine plus tard, un numéro inconnu s'est affiché. J'ai hésité, puis j'ai répondu. C'était Chloé, ma petite fille aînée, la fille de mon fils décédé. Elle était à l'université, dans une autre ville. Grand-mère ? C'est Chloé. Papa Thomas m'a appelé. Il est paniqué. Il m'a dit que tu étais partie. Est-ce que tout va bien ? Sa voix était pleine d'une inquiétude sincère. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti mes défenses s'effriter. J'ai trouvé que je pouvais lui parler. Je ne lui ai pas répété les mots exacts de Cécile. La honte était encore trop présente. Je ne me sentais plus à ma place, ma chérie, ai-je dit, ma voix un peu tremblante. Je me sentais comme un meuble utile. Pas comme une personne aimée. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis Chloé a soupiré. Oh, grand-mère. Je suis tellement désolée. Ce sont des idiots. Ils ne voient pas la chance qu'ils ont, validation. Simple. Direct. Sans jugement. Les larmes que j'avais retenues depuis une semaine ont commencé à couler. Silencieusement. Je peux venir te voir ce week-end ? A-t-elle demandé. J'aimerais beaucoup. L'arrivée de Chloé a été comme une fenêtre ouverte dans une pièce confinée. Elle a rempli la maison de sa jeunesse, de son rire. Elle ne m'a pas posé de questions sur Thomas et Cécile. Elle a simplement été là. Nous avons fait une tarte aux pommes. L'odeur de cannelle et de pommes cuites a empli la cuisine. C'était une odeur de réconfort, de foyer. Pendant que nous épluchions les fruits, elle m'a parlé de ses cours, de ses amis, de ses rêves. Elle me voyait. Elle me parlait. Le dimanche, avant de repartir, elle m'a prise dans ses bras. Tu sais, grand-mère, tu n'as rien à leur devoir. Ta vie t'appartient. Ces mots sont restés avec moi longtemps après son départ. Ma vie m'appartient. Une vérité si simple, et pourtant si profondément oubliée. Cette conversation a été un tournant. La tristesse a commencé à laisser place à une sorte de résolution calme. Je devais protéger cette vie qui m'appartenait. Je devais la sécuriser. J'ai pris rendez-vous avec Monsieur Dubois, le notaire qui s'occupait des affaires de ma famille depuis 30 ans. Son bureau sentait le papier ancien et le bois ciré. Une odeur de stabilité, de permanence. Il m'a accueilli avec une courtoisie démodée. « Hélène, comment allez-vous » Je me suis assise en face de son grand bureau en chêne. J'ai posé mes mains sur mes genoux pour les empêcher de trembler. Je viens pour mettre de l'ordre dans mes affaires, Jean-Pierre, je lui expliquai ce que je voulais faire. Calmement. Point par point. Je voulais révoquer la procuration que j'avais donnée à Thomas. Je voulais changer mon testament. Je voulais m'assurer que ma maison, mes économies, le fruit du travail de toute une vie avec mon défunt mari, seraient protégés. Il m'a écouté sans m'interrompre. Son visage était impassible, professionnel. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête lentement. C'est votre droit le plus strict,
Hélène, il n'a pas posé de questions sur mes raisons. C'était un facilitateur, pas un juge. Sa neutralité était un cadeau. Les semaines suivantes, j'ai signé des documents. Beaucoup de documents. Le papier craquait sous mon stylo. Chaque signature était un pas de plus vers mon indépendance. J'ai créé une fiducie pour les études de Chloé. J'ai désigné une association caritative locale comme légataire du reste de mes biens, un refuge pour les femmes qui, comme moi, avaient besoin de retrouver leur chemin. Je me sentais plus légère. Chaque lien juridique et financier que je coupais avec Thomas était une chaîne de moins. Un mois après mon retour, il est apparu. Sans prévenir. Sa voiture était garée devant ma maison. Je l'ai vu monter les marches du perron. Mon cœur a eu un soubresaut. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert la porte avant qu'il ne sonne. Il avait l'air fatigué, mais surtout en colère. « Maman, on peut savoir ce qui se passe ? Tu ne réponds plus au téléphone. Le notaire m'a envoyé un papier. Tu m'as retiré la procuration. » Sa voix était pleine d'une incrédulité outragée. Comme si je venais de le trahir. Je suis restée sur le seuil. Je ne l'ai pas invité à entrer. Ma maison était mon sanctuaire maintenant. Oui, Thomas. C'est exact, ma voix était calme. Étonnamment calme. Mais pourquoi ? Après tout ce que j'ai fait pour toi, ce n'est pas ce que tu as fait, Thomas. C'est ce que tu as laissé dire. Ce que tu as pensé, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je vous ai entendu. Dans la cuisine. Toi et Cécile, j'ai répété les mots. Sans émotion. Sans accusation. Juste les faits. Je suis juste la nounou gratuite. C'est bien le moins qu'elle puisse faire. Il a eu un mouvement de recul, comme si je l'avais frappé. La couleur a quitté son visage. Cécile. Elle était épuisée. Elle ne le pensait pas comme ça. Tu sais comment elle est quand elle est stressée, les excuses. Les justifications. Toujours pour les autres. Jamais pour moi. J'ai secoué la tête, doucement. Le problème, ce n'est pas seulement ce qu'elle a dit. C'est que tu n'as rien répondu. Tu n'as pas défendu ta mère. Dans ton silence, il y avait un accord. Tu penses la même chose, il a ouvert la bouche pour protester, mais aucun son n'est sorti. Parce que c'était la vérité. Il me voyait comme une commodité. Une ressource à laquelle il avait droit. J'ai passé ma vie à m'occuper des autres. Ai-je continué, ma voix toujours aussi égale. De ton père, de toi, de ton frère. J'ai cru que c'était mon rôle. Mais mon rôle, maintenant, c'est de m'occuper de moi. De trouver un peu de paix, j'ai vu la compréhension commencer à poindre dans ses yeux. Mais c'était trop peu. Et bien trop tard. S'il te plaît, par maintenant, Thomas, il est resté là un instant, hébété. Puis il s'est retourné et il est reparti. Je l'ai regardé descendre les marches, monter dans sa voiture et s'éloigner. J'ai fermé la porte. Le clic du verrou a été le son le plus doux que j'ai jamais entendu. Ce n'était pas un claquement de porte. C'était la fin d'un chapitre. Fermé avec dignité. Ma nouvelle vie a commencé. Une vie simple. Rythmée par le soleil et les saisons dans mon jardin. Je me suis inscrite à un club de lecture. J'ai retrouvé de vieilles amies que j'avais négligées. J'ai appris à cuisiner pour une seule personne. Cuisiner pour moi. Un acte d'amour-propre. Chloé venait me voir régulièrement. Nos liens se sont renforcés. Avec elle, j'étais simplement grand-mère. Aimée pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais faire. Je n'étais plus dans l'attente. Je n'attendais plus un appel téléphonique, une invitation, un signe de reconnaissance. Mon bonheur ne dépendait plus de leur validation. Je l'avais trouvé en moi. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre. L'écriture de Thomas. Je l'ai reconnue immédiatement. Je l'ai laissée sur la table du couloir pendant plusieurs jours. Je n'étais pas prête. Puis, un matin, je l'ai ouverte. C'était une lettre d'excuse. Longue, maladroite. Il disait qu'il avait compris. Que Cécile et lui regrettaient. Il me demandait si je pouvais leur pardonner. Si je voulais bien rencontrer Léo à nouveau. J'ai lu la lettre. Je l'ai repliée et je l'ai remise dans son enveloppe. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Le pardon est une chose complexe. Une porte peut être entr'ouverte, mais plus jamais grande ouverte. La confiance, une fois brisée, est une porcelaine fine. On peut recoller les morceaux, mais on verra toujours les fissures. Pour l'instant, la lettre est là. Sur la table. Et moi,
Je suis ici. Dans mon fauteuil. Une tasse de thé à la main. Je regarde mon jardin qui s'éveille au printemps. Je suis en paix. Je suis entière. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je suis libre.